Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième partie de notre colloque sur le vote et le rapport des couches populaires à la politique. Ensemble, cet après-midi, nous allons tenter d'apporter réponses et perspectives aux questions et constats posés précédemment. Et comme faire se doit, nous allons tenter d'aborder ces questions à travers des aspects théoriques et pratiques. Et donc, pour commencer cet après-midi, je vais passer la parole à Raphaël Xavier, qui est docteur en sociologie du Centre de recherche sociologique et politique de Paris et post-doctorant à l'INSERM. Il aura la délicate mission de la première intervention de l'après-midi sur le thème « Comment les partis mobilisent et le plus souvent démobilisent les classes populaires ». Donc, Raphaël, la parole est à vous. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci énormément à la Fondation Gabriel Péri et tous ses membres pour ces débats à la fois passionnants sur une question assez importante. Je vais malheureusement décaler un petit peu l'intervention par rapport à ce qui était annoncé, suite notamment à l'absence d'Olivier Filleul, qui devait intervenir sur les Gilets jaunes. En accord avec les personnes qui organisent, il m'a semblé assez important dans le cadre d'une discussion sur partis et classes populaires en 2022 de revenir sur la question des Gilets jaunes, même si ça permettra de traiter autrement cette question de la démobilisation politique. J'aimerais ici revenir sur le mouvement des Gilets jaunes sous une question assez précise. Le moment Gilets jaunes, notamment fin 2018, comme une sorte de révélateur radical de la crise des partis, mais aussi de l'autonomie symbolique des classes populaires qui, malgré les nombreuses inégalités qu'elles subissent, ne se réduisent jamais à des victimes passives de leur dépossession. Autrement dit, l'exercice que je vais vous proposer, ça va être de comparer systématiquement, même si c'est de manière un peu bricolée, ce qui se passe en temps normal dans les partis et de l'autre, ce qui s'est passé sur les ronds-points des Gilets jaunes, notamment des ronds-points ruraux de Lorraine, à travers 4 entrées. Tout d'abord, celle d'un mouvement qui réorienterait, au moins temporairement, la conscience sociale des classes populaires de droite. Ensuite, celle de revendications populaires qui semblent ne rentrer dans aucun programme des partis institués. C'est l'angle ensuite, en troisièmement, d'une révolte des profanes qui, sur ces terrains-là, se fait très systématiquement sans les militants. Enfin, la question de la fragilité de la politique autrement quand elle concerne spécifiquement les milieux populaires. Et peut-être que ça doit interroger l'idée même de politique autrement et permettre de déconstruire la catégorie. Quelques remarques pour commencer sur les territoires de l'enquête, des ronds-points ruraux de 2 petites villes que j'appellerai Grand-Ménil et Germainvillers, à la frontière de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges, des bourgs que j'ai observés sur le temps plus long, notamment dans le cadre de mes enquêtes antérieures sur les simples militants du Front National dans ces territoires. Alors, ce sont des petites villes d'environ 5000 habitants, entourées de petits villages, dont ils constituent les pôles centres. Il s'agit aussi d'une ruralité en déclin, enclavée, frappée par la désindustrialisation. Les PCS+, ils sont très rares, notamment les cadres et professions intellectuelles supérieures, on est autour de 2%, et au contraire, une forte composante ouvrière, employée, mais aussi précaire. Politiquement, les scores de l'extrême droite, ils sont très élevés, avec des pics en général, les écarts avec les moyennes nationales sont de plus 15 points, plus 12 points, plus 20 points, avec des pics. Par exemple, Marine Le Pen, en 2017, passe la barre au-dessus des 50% à Germainvillers et à Grand-Ménil. La majorité des personnes qui votent choisissent Marine Le Pen. Mais la première, au-delà de l'extrême droite, la première caractéristique de ces villes, et je vais finir là-dessus pour la contextualisation, c'est d'abord de représenter ce que nos collègues Daniel Gaxi et Patrick Lehung ont appelé il y a bien longtemps des champs politiques périphériques, pour ne pas dire ultra-périphériques, pour le dire plus simplement, des territoires où la première option politique, c'est l'éloignement géographique, social, symbolique, une espèce de distance radicale aux représentants.
qui vont se manifester sous plusieurs aspects. Alors, une belle collection de verbatim que je ne vais pas vous dérouler, mobilisant volontiers l'insulte contre les porte-paroles politiques. La présence beaucoup plus banale de municipalités, sans étiquette. Les élus insiders sont des élus sans étiquette, quand bien même ils peuvent s'opposer à bas bruit sur des questions. Phénomène très répandu en milieu rural, ou encore la quasi-inexistence de réseaux militants institués, de petites exceptions. À Germainvillers, vous avez le maintien d'une industrie locale qui produit des biens à forte valeur ajoutée, ce qui favorise une certaine fierté symbolique collective et aussi une certaine résilience syndicale. Du côté de Grandménil, territoire un peu plus frappé par la crise, vous avez un milieu, Rassemblement national, qui constitue la seule et unique force politique locale, avec quand même une bonne vingtaine de militants des listes aux municipales en 2014 et 2020. Voilà pour la contextualisation. Ce qui va jouer sur la manière dont j'ai perçu et saisi ces mobilisations, je pense, et notamment la question de la supposée droitisation des milieux populaires. Quand vous observez des territoires de longue durée, d'autant plus en entrant par l'ordinaire des engagements au Rassemblement national, comme Grandménil ou Germainvillers, vous allez retrouver assez systématiquement des discours banalement conservateurs, la fameuse conscience sociale triangulaire proposée par Olivier Schwartz et que Christelle Lagier avait longuement développé effectivement sa force pour penser certaines dynamiques. Ça a été rediscuté. Le double sentiment, on n'aime pas les élites, mais on n'aime pas non plus un certain groupe perçu comme plus bas ou à côté, les immigrés, les assistés, les marginaux, etc., etc. Ça, c'est effectivement, ce modèle, il semble très pertinent pour décrire l'ordinaire des relations sociales dans ces deux petites villes, encore une fois, 5000 habitants, où le contrôle social est fort, les jugements circulent, et où, pour reprendre l'expression indigène, tout le monde se connaît. Néanmoins, le moment des Gilets jaunes, contrairement, alors même qu'on est dans des territoires qui semblent a priori incarner le stade suprême de la droitisation, marque une rupture majeure dans les représentations qui s'expriment au moins chez les plus mobilisés, au moins sur les ronds-points, au moins dans les premiers temps, avec tout un ensemble de discours qui se mettent et de pratiques qui se mettent à apparaître, alors qu'en temps normal, dans ces territoires, ils n'existent pas, ou plus. Je prends quelques exemples. Une banderole dans les tout premiers temps du mouvement, la première fois que je vais sur le rond-point, en l'occurrence de Germainvillers, c'est avec l'idée en tête que peut-être il s'agit d'un mouvement conservateur, poujadiste, les représentations associées. La banderole que je découvre sur le rond-point, c'est « Pas d'ordre public sans justice sociale », un mot d'ordre qui semble emprunté à la gauche radicale. Voir aussi sur le rond-point, notamment de Grandménil, j'ai pu voir des électeurs du RN faire ce geste pour marquer en évoquant les gamins inculpés en banlieue par la police dans le cadre d'une mobilisation lycéenne. Je peux vous garantir qu'à Grandménil ou à Germainvillers, voir des électeurs du RN, des classes populaires, des fractions petits moyens, classes populaires très proches de ce que décrivait Maëva Durand, blanches, largement, percevoir ainsi les jeunes des minorités ethniques et des quartiers populaires arrêtés par la police, c'est plutôt singulier. On pourrait multiplier à l'envi ces petits exemples qui vont de l'accueil d'un SDF sur le rond-point ou simplement la cohabitation dans ces espaces inhabituels entre des groupes perçus comme populaires mais respectables, ouvriers à statut, employés, etc. Et de l'autre, ou même petits indépendants, et des personnes précaires qui, pour une fois, étaient perçues comme des semblables et intégrés dans une lutte collective. Ce n'est jamais le cas, par exemple, sur les listes municipales, encore moins dans le conseil municipal. Au final, le premier bilan qui en ressort de ces premiers temps de la mobilisation, c'est qu'il y a bien une dynamique d'évolution de la conscience sociale, au moins temporaire, qui se repolarise plus contre ceux d'en haut et moins contre ceux d'en bas. On a moins de discours hostiles aux petites différences et une certaine unification contre un certain nombre de symboles de ceux d'en haut autour de thèmes très concrets et précis. J'y viens dans la deuxième partie, puisqu'on est invité à reformuler un peu sous angle de questions un peu plus politiques. Est-ce que les classes populaires de droite sont fondamentalement de droite? Qu'est-ce qu'être de droite en milieu populaire? Est-ce que c'est pas plus complexe? Est-ce que tous ces mouvements qui vont de réactions banalement ethnocentriques ou de concurrence, elles ne cohabitent pas avec des dynamiques de solidarité, des aspirations à la justice sociale? Ce que montrent très bien les retours historiques qui ont été faits sur les débuts, en introduction du colloque, sur les débuts du mouvement ouvrier, où cela n'a jamais été simple. Deuxième question,
celle des revendications populaires qui ne rentrent vraiment pas dans les programmes des partis. Le mouvement des Gilets jaunes, il a depuis, ça fait quand même plus de 3 ans, fait l'objet d'un nombre considérable de recadrage et de réinterprétation dans l'espace public, notamment l'espace intellectuel, militant, intellectuel, etc. Il y a tout un ensemble de représentations des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on va notamment décrire ça comme un mouvement, notamment pour la réinvention de la démocratie, avec des questions comme le RIC. Il ne faut pas oublier qu'au départ du mouvement, l'enjeu fondamental, c'était absolument pas la réinvention de la démocratie, c'était une revendication extrêmement prosaïque, ancrée dans le quotidien le plus terre-à-terre de certains segments populaires et même de la grande majorité des milieux populaires, la question d'une taxation sur l'essence visant, dans l'esprit de ses concepteurs, à inciter aux bonnes pratiques environnementales. Les Gilets jaunes ont donc très vite posé une question, pour le coup, dès qu'on s'éloigne des discours un peu surplombants ou des approches trop politologiques sur la rénovation du politique, toutes les enquêtes ancrées de temps plus long révèlent cette importance, que ce soit aussi celle de Benoît Coquart, de Pierre Blavier, etc. Dès que vous sortez un peu du rond-point pour le remettre dans son univers social, vous vous rendez compte que le mouvement des 80 km/h se retrouve dans les premiers temps des Gilets jaunes, que la lutte quotidienne contre les radars, etc., c'est très structurant. Ou plus prosaïquement, concernant des bourgs comme Germainvillers ou Grandménil, que le choix de la voiture individuelle n'est en aucune manière, à aucun moment, dans aucun monde possible, un choix individuel pouvant faire l'objet d'un équilibrage des pratiques. Il me semble que ce cadrage initial du mouvement, il a beaucoup joué sur son devenir politique et qu'il est fondamental d'y revenir parce qu'il nous dit des choses, des styles de vie populaires peut-être, mais avant tout de l'état du champ politique. Concrètement, quelle place font les partis au style de vie populaire? Les Gilets jaunes ont posé la question, 2 questions emboîtées à travers ces questions de l'essence. Celle de ce qui était perçu comme des injustices fiscales. De l'autre côté, celle d'un rapport populaire à l'environnement qui ne serait pas nécessairement celui d'autres groupes sociaux. Là-dessus, je renvoie à des enquêtes. Alors, je pourrais, bien sûr, pour renvoyer aux réactions concrètes des enquêtés. Sur la question de la fiscalité, la contradiction absolue, c'est de voir des personnes se mobiliser contre l'impôt et en même temps de revendiquer très systématiquement, très vite, le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Au grand désarroi des éditorialistes du Figaro, par exemple, si vous suivez les premières évolutions des éditoriaux de la presse de droite, c'est assez intéressant de voir comment c'est perçu. L'ISF, ça fait consensus, il est évident que les commerçants, les indépendants, n'importe quel les petits patrons de Germainvillers ou de Grandménil étaient tous favorables à cette revendication. Donc plutôt perturbant pour la droite. Perturbant aussi pour les partis de gauche dans le même temps, qui ont tendance parfois à proclamer « vive l'impôt » en oubliant que pour les milieux populaires, la réalité des impôts, que tous les impôts ne se valent pas, que l'offre de services publics ne se vaut pas, surtout dans les territoires ruraux, que les impôts, ça peut être profondément anti-redistributif. C'est ce très beau résumé qui a été fait par notre collègue Alexis Spire, qui a très bien saisi cette tension qu'exprimaient les Gilets jaunes à travers son ouvrage sur les réceptions ordinaires de la fiscalité, résistance à l'impôt, attachement à l'État. On n'est pas contre le service public, etc. On est contre les formes injustes constatées quotidiennement de taxation. Une dialectique qui semble a priori pas si complexe, de bon sens, et qui n'a pas empêché le mouvement d'être cadré très largement, alors à droite comme un mouvement séditieux s'écartant de la bonne critique des citoyens contre la fiscalité, et par la gauche d'une horrible mise en cause de l'impôt émancipateur. Est-ce que le monde social, des fois, pourrait pas être un peu plus complexe? On pourrait faire exactement le même raisonnement autour de l'environnement, en constatant que les Gilets jaunes, qui sur le terrain n'étaient jamais hostiles à l'écologie, personne ne contestait sur les ronds-points de Grandménil et de Germainvillers l'importance
qu'il y ait, enfin, d'un certain nombre de problèmes liés à l'écologie, le fait qu'il y ait des problèmes avec les supermarchés, l'agriculture intensive. Il y a plein de choses qui s'étaient banalisées dans les discussions. Il y avait même des personnes, certes pas tous, mais qui évoquaient le fait qu'il fallait se passer des supermarchés, éventuellement faire des jardins et ainsi de suite. Il y avait des personnes qui lisaient Pierre Rabhi sur les ronds-points des Gilets jaunes. Mais dans le même temps, vous aviez une évidence de la voiture qui ne relève pas d'un choix. Ce sont ces espèces de... En fait, la question que je voulais soulever, je me suis peut-être un peu perdu là en jouant entre les niveaux, mais ce que je trouve assez hallucinant, c'est de voir à quel point les partis politiques, de gauche comme de droite, sont parfois incapables de faire la part des choses entre les contraintes, les styles de vie populaires et des espèces d'automatismes quasi pavloviens. Au moment des Gilets jaunes, la complexité sur ce genre de questions n'était pas du côté des classes moyennes à fort capital culturel, urbain, diplômé. Quand on en est à dire vive l'impôt ou abat l'impôt, ou quand on en est à dire la voiture c'est mal, et ainsi de suite. Ou alors on est contre l'écologie. Il y a sûrement des assemblages plus complexes qui se font aussi en milieu populaire. Troisième point, la question qui recoupe là encore la précédente. Une révolte des profanes sans les militants. Là, je tiens vraiment à situer, on est dans des territoires très particuliers, le constat serait très différent dans d'autres territoires, d'autres expériences Gilets jaunes, où les forces militantes étaient beaucoup plus denses et où ça a créé des devenirs très différents. Pour prendre une expérience parmi bien d'autres, on pensera aux mobilisations à Commercy, petit bourg de la Meuse, avec une sociologie très proche de celle de Grandmesnil-et-Germainvillers, en termes de composition sociale, d'histoire et ainsi de suite, mais avec des cercles militants de gauche, de diverses obédiences, qui vont investir le mouvement très vite et qui vont lui imprimer des pratiques particulières. À Grandmesnil-et-Germainvillers, vous n'avez pas ça. Encore une fois, vous avez comme à peu près seule force militante réellement existante localement, en plus des élus sans étiquette qui ne fréquentent pas les ronds-points, le Rassemblement national, ainsi qu'un milieu syndical assez dense, mais beaucoup plus quand même, à Germainvillers. À Germainvillers, vous avez des manifestations organisées par les syndicats de la principale usine de la ville, qui font des manifestations en soutien ou en synergie avec les débuts du mouvement, au mois de novembre, notamment au mois de novembre et un peu décembre 2018, mais très vite, ça se tarit. Et déjà, à cette époque, vous sentez les petites différences aussi qui refleurissent, à travers des échanges, rien que la non-cohabitation, le non-mélange des deux forces, mais aussi quand, par exemple, des syndiqués vont émettre l'idée que sur les personnes qui vont sur les ronds-points, c'est des personnes oisives, c'est des personnes qui n'ont pas grand-chose à faire. Nous, on n'y va pas parce qu'on travaille une idée qui va se cristalliser et se répandre beaucoup par la suite. De l'autre côté, vous avez aussi des gilets jaunes qui vont réagir en disant, en se moquant, une fois qu'ils sont partis, des petits chiens qui suivent le sifflet du syndicat. Donc, voilà, une cohabitation toujours rugueuse et difficile sur fond de petites différences. Les réactions du côté du RN à Grandmesnil sont exactement identiques. Vous avez bien sûr quelques précaires proches du RN qui avaient pu être mobilisés, par exemple, au municipal de 2014, qui vont investir de manière volontariste le mouvement. Mais la base, les militants et les cadres n'y vont pas. À peu près pour des raisons symétriques à celles des syndiqués de gauche. C'est quoi ce mouvement bizarre? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la politique comme ça, nous, normalement? Toute une forme des petites interrogations, parfois mêlées avec des effets de mépris social diffus ou de rivalité, et surtout, un vrai rejet d'une des pratiques qui a énormément clivé, c'est le refus, très général pour le coup, au mouvement des Gilets jaunes, sauf exception, qui se retrouve dans bien d'autres terrains, ce qu'on a appelé de beaucoup de manières, évitement du politique, pratique de composition, politique existentielle, beaucoup de noms étaient formulés, c'est la pratique de refuser les étiquetages partisans, on n'est pas là pour parler des votes. Et ça déroutait beaucoup les politisés des deux bords, qui se sentaient très mal à l'aise avec cette pratique. Mais une réaction symétrique des cadres du RN et des syndicalistes, qui sont pourtant des milieux populaires relativement proches, au moins de la fraction supérieure des Gilets jaunes. Il n'y a quasiment pas de différence sociale, on est vraiment sur des micro-différences. Et pourtant, ces micro-différences, qui peuvent aussi renvoyer à des logiques de réputation un peu différentes, le fait d'appartenir à l'usine ou de ne pas en être, etc., elles ont des effets. Déjà à cette échelle. Et enfin, elles vont avoir un effet
qui est très structurant sur ces terrains. Au début du mouvement, vous avez une quasi-unanimité. Tout le monde est gilet jaune. Bien sûr, c'est un mythe, c'est auto-entretenu. On a l'impression que tout le monde est gilet jaune. Un nombre incroyable de gilets jaunes sur les pare-brises, etc. Des commerçants qui prennent position pour les gilets jaunes, qui leur ramènent les choses, qui s'affichent aux côtés des gilets jaunes, alors que dans ces territoires, normalement, les commerçants restent discrets. Bref, une sorte de levée de la censure politique habituelle. On a le droit d'être gilet jaune. Cette espèce de mobilisation, même si bien sûr on reste toujours sur une centaine de personnes maximum, vous n'avez jamais toute la ville qui va se mobiliser massivement sur les ronds-points, mais vous avez un soutien très diffus. Vous avez même l'idée, les policiers, les gendarmes, on a des petits accommodements avec eux. Le maire, il ne le dit pas, mais il est avec nous. Vous avez toute une idée d'une espèce de consensus local. Ce consensus local, il dure à peu près 2 mois, et après il se fissure. Le tournant de Noël et des vacances de Noël 2018, il est ultra décisif. À partir de là, vous avez un processus qui s'enclenche où le rond-point, ou les ronds-points, se rétractent sur des petits groupes et sont expulsés très vite. Fin janvier, pour Grand-Ménil, Germainvillers, ça dure plus longtemps, il se déplace dans un petit village et il vivote au gré des expulsions jusqu'au mois de mars. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus que 10 gilets jaunes. Ça, c'est vraiment un phénomène de rétraction sur un petit groupe. Et parallèlement, vous avez une sorte de basculement de l'opinion locale. Là encore, c'est difficile à objectiver, mais quand vous avez, en termes d'ampleur, ça c'est le méfait des enquêtes bénévoles par rapport aux grandes enquêtes plus systématiques et plus professionnalisées, c'est qu'il aurait fallu, moi j'ai pas pu établir de chiffres. Mais malgré tout, les réactions systématiques que j'ai eues, à part chez les 10 gilets jaunes des ronds-points, plus quelques personnes bien spécifiques, le discours il était toujours concordant. C'était les gilets jaunes, c'est bien au début. Mais après, c'est parti en vrille. Parce que les gens picolaient sur les ronds-points. Parce que ceux qui allaient sur les ronds-points, c'était les cassos. Parce que c'est des gens qui n'ont que ça à faire. Parce qu'en manif, il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi. Tout un ensemble de représentations où la conscience sociale protestataire qui était en train de se mettre en place, la conscience de classe, pour le dire dans un autre lexique, qui se recréait, se détricote très rapidement. Qui se détricote d'autant plus, à mon sens, que vous êtes dans des territoires où il y a un très faible capital militant collectif, où la plupart des gilets jaunes n'ont jamais participé aux mobilisations, où ils ne sont même pas membres des petits espaces de la représentation locale, comme les élus sans étiquette, ou leurs proches, le syndicat, le RN. Du coup, vous avez un tellement faible niveau de capital, enfin, vous avez tellement peu de ressources militantes que vous allez avoir une dislocation et qui se lie déjà au tout début du mouvement, dans la période novembre-décembre, et qui là se liera surtout en contraste avec d'autres ronds-points qui durent pendant 3 ans pour certains. C'est par exemple des tracts qui sont imprimés, mais qui ne sont jamais distribués. C'est des cahiers de doléances qui sont passés de manière très épisodique, mais pas comme une pratique prise en charge et formalisée. C'est les distribue qui veut, enfin les fait passer aux automobilistes qui veut. Mais à aucun moment, ça ne bénéficie d'un enthousiasme collectif. On ne va jamais les déposer en mairie. Les élus n'organisent pas de grands débats. Et bien sûr, à plus long terme, les gilets jaunes n'investissent aucune velléité de monter une liste municipale. En 2014, les leaders gilets jaunes ne sont pas sur les listes sans étiquette, ni même sur la liste RN. Vous avez même des personnes qui étaient sur la liste RN à Grand-Ménil, qui ont été gilets jaunes et qui ne sont plus sur la liste de 2020. Bref, tout un mouvement, des scores électoraux qui sont à peu près identiques quand on compare avant les gilets jaunes, après les gilets jaunes. Un mouvement, un peu de masse pendant quelques temps, mais sans aucun débouché politique. Je m'excuse, là, je m'étrangle un petit peu, du coup, c'est vraiment pas facile. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Il me semble que c'est important de préciser, il y aurait bien sûr on pourrait creuser beaucoup plus longuement ce que j'ai fait ailleurs, ce que d'autres collègues ont fait dans d'autres textes, pourquoi les ronds-points se décomposent. Ici, j'aimerais souligner une autre question qui me semble assez importante et qui a déjà été pointée en creux par Julien Michy et ainsi que par Céline Braconnier. La question de l'analyse a posteriori
des Gilets jaunes comme relevant de la politique autrement. Par certains aspects, c'est vrai. Les Gilets jaunes, on constate bien que ça exprime un rejet massif et une rupture absolue, totale des classes populaires avec le champ politique institué. Comme tout ce qui a été constaté avant pendant ce colloque, mais en plus radical, en plus affirmé, en plus démonstratif. Sur ce niveau, il y a bien de l'informalité. Il y a bien des occupations d'espace public. Néanmoins, et je terminerai là-dessus, réduire les Gilets jaunes à une espèce de continuité et de version standardisée d'une sorte de prolongement de Nuit debout, démarche climat, tout un espèce de pack de la politique autrement, très majoritairement investi par les classes moyennes, c'est nier, il me semble, la spécificité sociologique du mouvement, sa spécificité politique de mouvement à base profane, et c'est surtout courir le risque d'oublier que sans médiation politique locale, les mobilisations et les politisations existantes en milieu populaire ont beaucoup de risques d'être sans lendemain, comme ça s'est vu sur les ronds-points de ces deux petites villes où, depuis, l'ordre municipal, politique, social, et même les logiques de réputation et de dénigrement de différents groupes se sont largement recomposés à l'identique. Je vous remercie. Merci Raphaël. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une deuxième intervention et puis d'avoir les discussions après cette deuxième intervention, avant la dernière partie. Donc, pour cette deuxième intervention, nous allons parler aspect pratique. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Corzani, qui est maire de Fleury-Mérogis, pour nous parler de politisation des classes populaires, d'une expérience locale de politisation des classes populaires. Donc, Olivier, la parole est à vous. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors pour me présenter aussi complètement à vous, donc je suis effectivement maire actuellement de Fleury-Mérogis, ville dont j'en ferai un peu une présentation rapide pour que vous puissiez la connaître au-delà de sa réputation mondialement reconnue. Oui, il y a une ville aussi à Fleury-Mérogis. Et donc pour me présenter à vous, j'ai été très longtemps militant puis permanent au sein d'une association d'éducation populaire dont le principal objet est toujours d'ailleurs d'organiser des activités de quartier en direction des enfants en pied d'immeuble. J'ai ensuite eu un parcours, une fois que cette expérience était passée, j'ai ensuite eu un parcours professionnel un peu divers. Un parcours aussi de personnes engagées dans sa commune. Alors, je le dis, c'est important parce que l'engagement au sein de la commune, qui m'a du coup amené à être maire, part aussi d'une préoccupation très locale et pour reprendre vos termes un peu très terre à terre, mais avec le sentiment un peu, c'est une commune dans laquelle Fleury-Mérogis j'ai grandi, une commune où j'ai un attachement, on va dire, sentimental du fait d'y avoir passé une grande partie de ma vie et où je sentais qu'à un moment, l'exécutif en place abîmer la commune et où je m'en sentais après par ricochet abîmer moi-même. Donc une espèce de comme ça d'atteinte qui m'a porté à m'engager un peu localement au fur et à mesure des mois, des années, et puis à m'amener à me porter à une élection. Je pense que c'est aussi important dans le cadre de nos propos. Alors pour maintenant présenter un peu la commune de Fleury-Mérogis et en définir un certain nombre de traits. Donc Fleury-Mérogis, ce n'est pas qu'une prison ou qu'une maison d'arrêt, c'est une ville de 14 000 habitants. Alors en région parisienne, 14 000 habitants, on a vite fait de dire que c'est une petite commune. En France, 50% des communes font moins de 5 000 habitants, donc c'est quand même la 700e plus grande ville de France, j'aime beaucoup le rappeler. Donc on dira une commune comprise entre 10 et 20 000 habitants, seconde banlieue, puisqu'on est on est situé au milieu de l'Essonne, donc seconde couronne, avec où on est presque la caricature, en tout cas la commune est une caricature des difficultés de la zone périurbaine. On part d'un côté de la ville, on part dans les champs et les forêts, on part d'un autre côté, on reste dans la ville, donc on est vraiment en zone périurbaine à 30 km de Paris. Voilà pour présentation un peu
géographique de la commune. Maintenant, sur sa sociologie, commune très populaire de région parisienne, puisque alors 67% de logements sociaux, peu de communes ont un tel taux. On est les premiers de l'Essonne de ce point de vue, et on doit être sur le podium en termes en région Île-de-France, avec des difficultés sociales assez importantes. Un chiffre qui m'effraie particulièrement toujours, et qui constitue pour nous évidemment une priorité absolue, mais de très très long terme, c'est qu'on a, en tout cas chiffre INSEE, 20% des jeunes qui accèdent aux études supérieures, c'est-à-dire qui dépassent le bac, quand les chiffres régionaux sont à 46%. Donc quand on est à 44-46, on se dit il y a une petite marche à franchir, on est un peu en déclassement. Quand on est à 40-46, la marche est un peu plus haute. Quand on est à 20 contre 46, on se rend compte que c'est plus une marche, c'est une montagne. Et c'est symptomatique de ce qui peut se produire dans des poches de précarité en Île-de-France, mais en France. Et donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce que comment on peut se dire que des enfants qui biologiquement naissent tous avec la même composition, certains ont plus que 10 fois plus de chances d'accéder aux études supérieures que d'autres. Et donc, un jeune Fleurac-Cumois qui grandit à Fleury-Mérogis a grosso modo 80% de chances de ne pas dépasser le bac. C'est une vraie préoccupation, et quand on parle de politisation, ça contribue, puisque le patrimoine culturel et éducatif des personnes contribue aussi fortement de la participation et de l'analyse de la société. Voilà un peu pour en brosser un tableau un peu rapide. Alors, moi, ce sera un peu l'objet de mon introduction, mais je suis évidemment tout à fait disposé, favorable à rebondir aussi en fonction de la façon dont le débat se construit. Expérience locale. Moi, je suis maire depuis 3 ans. Depuis 2019, j'ai porté une liste qui a été majoritaire sur une partielle en 2019. Donc, on a eu un premier mandat d'1 an, donc de 2019 à 2020, et reconduit ensuite en 2020 sur un mandat normalement de 6 ans. On est parti. Alors, je vais l'aborder comme ça. Je vous l'ai dit, j'ai été longtemps militant, investi dans le tissu politique associatif de la ville, depuis, on va dire, 2015-2016, parce que la liste qu'on construit et qu'on conduit en 2019 ne sort pas du néant. C'est pas quelque chose de spontané, c'est aussi cette construction qui vient de plus loin, qui permet à un moment d'exprimer ou de saisir une lutte et d'y donner une forme, un certain aboutissement. Et donc, ça fait aussi le lien de ce que vous évoquiez avec des endroits parfois où ce tissu ou cette relation longue existe moins. Ce qui est fondamental en 2019, qui déclenche un peu le fait de construire la construction de cette liste, je reviens pas sur l'épisode qui amène à une partielle, mais sur la construction de cette liste, c'est donc 14 000 habitants, parce que vous savez que dans les villes, dans les territoires d'ailleurs, même soit sociologiquement ou d'un point de vue territorial, quand vous avez des difficultés, vous n'en avez pas une ou deux, vous les cumulez toutes. Et à l'inverse, quand vous avez quand vous êtes plutôt favorisé, le hasard fait que vous cumulez tous les bénéfices. En gros, à Neuilly, il cumule un certain nombre de bénéfices, et à Fleury-Mérogis, on cumule un certain nombre de difficultés. Et donc, parmi les difficultés, la question de la médecine, en termes pas de prévention, mais bien de curatif, c'est-à-dire d'avoir un médecin à disposition, un médecin généraliste de famille, juste ça, c'est déjà une préoccupation forte. Et donc, on était à l'époque, en 2010, fin 18, à 3 médecins généralistes pour 14 000 habitants. Je ne ferai pas de comparaison avec d'autres territoires, mais ça laisse rêveur. Et 2 qui quittaient la commune. Donc, on a eu un sursaut un peu citoyen, une inquiétude citoyenne qui s'est formalisée sur le fait qu'on allait passer à 1 médecin généraliste pour 14 000 habitants. Avec ce que vous évoquez, c'est-à-dire derrière des difficultés de mobilité, puisque la voiture est évidemment une condition quasiment obligée. Et donc, une inquiétude un peu populaire avec les personnes qui ne savaient pas quelle forme donner à cette inquiétude, mais qui d'un coup se mobilisent et veulent sortir chez eux et dire il y a quelque chose qui ne va pas, il faut absolument
trouver des solutions. Solutions évidemment compliquées puisque la question de la médecine n'est pas circonscrite à Fleury-Mérogis, elle est nationale. Je me permets un petit aparté, il y a ce sujet du numerus clausus qui pour moi ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il y a un vrai sujet quand même où les médecins sont pour partie financés par la sécurité sociale puisque le remboursement vient de la sécurité sociale. Les études sont financées par la collectivité nationale mais les médecins ont la totale liberté d'installation et c'est quand même un vrai sujet parce que oui, il y a le numerus clausus qui forcément impacte le nombre de praticiens sur le territoire, mais il y a aussi quand même des zones, enfin vous allez à Cassis, en Bouches-du-Rhône, il n'y a pas, enfin quand vous y baladez d'un point de vue touristique, une maison sur deux ou un appartement sur deux, il y a un kiné, il y a un médecin, il y a un dermato, donc il y a aussi un sujet de répartition quand même, et donc le numerus clausus, de ce point de vue, n'est pas pour moi le seul sujet, parce qu'on pourrait toujours faire plus de médecins, mais s'ils vont tous à Cassis, on règle pour le coup pas la difficulté. Donc un vrai souci. Et à l'époque, la majorité municipale de l'époque qui ne s'inscrit pas dans cette inquiétude, qui ne la formalise pas et qui n'en fait pas un objet politique, qui s'en dédouane, qui dit c'est pas de notre faute et on peut rien faire. À l'inverse, on a nous essayé d'organiser un certain nombre d'interpellations de l'ARS, on a essayé de trouver des chiffres, on a essayé de donner corps à tout ça et de donner du contenu, de l'objectiver d'ailleurs, parce que vous êtes souvent, quand vous êtes un collectif, un groupe de citoyens qui veulent un peu agir sur un sujet, vous avez toujours à un moment donné un intermédiaire d'une administration diverse qui vous dit que en gros vous êtes dans un sentiment de déclassement, mais que finalement quand même ça va pas si mal puisqu'autour de vous à 5 km il y a des médecins. Vous n'allez pas pouvoir y aller parce qu'ils sont de toute façon complets et qu'ils prennent plus de patients. Et puis vous n'avez pas de mobilité, mais quand même à 5 km de vous il y a des médecins. Donc, il faut pouvoir aussi objectiver ça. C'est le rouleau compresseur non politique, mais politico-administratif qui vient vous expliquer de quoi vous n'avez pas besoin. Et donc, ça a donné corps on a été à ce moment-là, on a répondu un peu à cette inquiétude des habitants. La partielle s'en est suivie. De ce collectif qui est né à ce moment-là, on a, nous, nourri la liste la liste qu'on proposait aux électeurs à ce moment-là de aussi tout ça. Et puis, on a eu le fait de pouvoir d'arriver en responsabilité d'une commune et d'acquérir une certaine capacité politique amplifiée, devenant moi maire et en ayant une majorité municipale et un groupement de citoyens. On a poussé ça jusque devant l'ARS et autres, et puis jusque devant des réseaux de médecins. Bon, on a réussi à trouver des médecins, mais donc la tension est retombée à Fleury-Mérogis de ce point de vue, mais la tension en fait existe toujours parce que on est dans du curatif toujours, on n'est pas dans une politique de médecine préventive, et dans les classes populaires, la santé fait partie des sujets sur lesquels vous faites des économies, même si c'est pour de grosses dépenses après, mais parce que vous n'avez pas les moyens tout de suite de payer le surplus ou d'aller acheter le médicament qui n'est pas toujours remboursé, etc. Donc, préoccupation aujourd'hui pour nous de long terme, parce qu'on est toujours sous le coup d'un médecin libéral qui peut décider de quitter la commune et qui nous remet en situation de grande précarité. En devenant maire élu de la commune, on s'est dit plusieurs choses. On s'est donné un certain nombre de principes. Alors moi, je suis maire communiste, mais sur une liste dite citoyenne, où on ne met pas en avant, pour le coup, les étiquettes, même si mon étiquette personnelle est très claire, et l'étiquette de certaines personnes composant la liste municipale sont très claires. Ceux qui ne sont pas issus de courants politiques, c'est dit comme ça. Ceux qui se retrouvent dans des courants l'affirment comme ça. Enfin, mais on s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes qui nous guident, de principes communs, on va le dire comme ça. Parmi ces principes, c'est l'idée de se dire que très bien, on est maintenant en responsabilité d'une commune, de gestion d'une commune. D'abord, on ne dira pas aux gens qu'on réglera tout parce que c'est faux. D'abord, on n'en a pas les moyens. Ensuite, on n'en a pas les compétences. Et enfin, les situations sont complexes et il n'y a jamais un seul interlocuteur qui peut vous donner réponse à tout. Par contre,
l'idée, c'est quand même d'entendre les préoccupations et d'être un levier, un vecteur de pression, de mobilisation pour tenter d'y répondre. Et donc, c'est de ne jamais partir dans non plus l'option, si on ne peut pas répondre à tout immédiatement, on ne peut pas dire que les choses sont impossibles, sinon on ne sert à rien. Et c'est le principe, pour nous en tout cas, c'est un des principes d'être élu d'une commune, en tout cas d'être élu au sens large, mais pour ce qui nous concerne d'une commune, c'est de pouvoir être utile au quotidien sans juste se limiter à répondre vous avez besoin de ça, on vous donne ça, mais en essayant de contextualiser et d'essayer de politiser un peu les sujets. Ça, c'est des principes qu'on a, et donc de donner une attention à tous les sujets. Et je vais le caricaturer de cette façon-là parce que je le reprends comme ça souvent dans les bureaux municipaux. La crotte de chien et la propreté de la rue, le papier par terre est un sujet éminemment politique. Parce que derrière ce sujet, il y a d'abord la dignité de chacun dans cet espace public. Est-ce qu'on considère la ville et les habitants qui y vivent qui ne sont pas dignes d'attention, et donc pas dignes d'avoir les moyens nécessaires à la propreté des lieux où ils vivent, où ils reçoivent des amis, de la famille et autres, et où ils éduquent leurs enfants. Premier sujet. Ce qui pose la question aux citoyens eux-mêmes de comment ils respectent cet espace. Deuxième sujet, c'est ce que j'évoquais, c'est comment on implique et on invite le citoyen à considérer son espace de vie comme un espace de vie commun dont on est fier. Parce que évidemment, le premier problème du déchet par terre, c'est celui qui met le déchet par terre. Mais sans le condamner, sans le juger, en accordant de l'importance à ce problème dans l'idée de dire comment collectivement on vit ensemble. Enfin, c'est un peu des choses qu'on... Et donc, on ne sous-estime pas, on ne néglige pas le sujet de la crotte de chien parce que de là peut partir beaucoup de choses. Et donc, un autre principe, c'est aussi de se dire on se fait la démarche ensemble de se dire qu'on n'est pas élu simplement pour revenir se faire juger auprès des citoyens dans 6 ans. Et on est en permanence, le projet est en permanence questionné, le projet municipal, la posture des élus est en permanence questionnée. La société bouge, les attentes bougent, et on ne peut pas se satisfaire de dire on a été élu sur un programme en 2020, on attend 2026 et on voit si on a bien répondu au programme et si les habitants sont satisfaits et on voit s'ils nous permettent de nous reconduire. Je le disais, ce sera en contradiction avec le fait de vouloir partir de la crotte de chien pour la conceptualiser et pour permettre aux gens de ne pas rester sur ce seul sujet, mais de le prendre sur une ampleur plus large. Ce serait contradictoire avec ça, et ce serait contradictoire avec la pratique politique qui est peut-être d'une pratique aussi utile et qui colle pour que les gens vous écoutent et vous entendent et pour qu'ils puissent avoir un discours un peu plus globalisant et conceptualisant. Il faut quand même que ce discours parte d'une préoccupation qui est la leur et pas celle qu'on imagine. Et donc, si ça nécessite d'être en permanence en prise. La fonction d'élu peut vite vous déconnecter de ça, même si vous n'en avez pas l'intention d'élu, mais parce que vous êtes pris dans 3000 réunions par jour et parce que vous avez la sincère volonté de faire avancer les sujets, mais pour ça, il faut faire des réunions et il faut voir des interlocuteurs. Donc, il faut être vigilant à ça. Ça se décline comment? Par diverses formes de démocratie locale qu'on peut connaître ici ou là, mais ça s'est décliné très récemment. Alors, comité de quartier qui a fait des élus, points fixes devant les écoles, enfin divers lieux de rencontre ou opportunités offertes aux habitants pour pouvoir rencontrer et discuter des problématiques du quotidien avec les élus, mais surtout, ça se décline tous les 2 ans et donc on fait l'aboutissement vendredi prochain d'une ce qu'on appelle nous une grande concertation. C'est-à-dire un travail de 6 mois avec des moyens débloqués de démocratie locale, mais c'est pas le sujet de juste faire une réunion publique. Le sujet, c'est de se dire, je vais vous décrire un peu comme on a appelé ça Décidons Fleury, mais c'est une vraie grande concertation qui a commencé en octobre, qui se finit maintenant. Donc, vous voyez, c'est pas juste une réunion, c'est sur un temps assez long.
Donc tous les 2 ans, donc là on conclut celle-ci, la prochaine sera dans 2 ans, et ça voudra dire qu'on aura vraiment jalonné le mandat de moments de démocratie assez forts. Plusieurs objectifs présidaient à ce moment, qu'on ne retrouve pas forcément que les citoyens experts, c'est-à-dire ceux qu'on voit toujours dans les mêmes réunions, toujours les mêmes citoyens, qui vous disent qu'ils sont parfois plus experts que les élus, qui vous sortent des termes. Vous avez l'impression d'avoir un responsable de l'administration en face de vous, qui vous parle du PLU, du SCOT, de la DRIF, la DRIL, enfin avec tout ce qu'on peut entendre partout, qui personne ne vous comprend. Et toujours ces mêmes citoyens qui disent porter la parole citoyenne, mais qui portent leur parole en fait. Donc, essayez d'aller chercher le citoyen qui, lui, qu'on voit pas souvent. Celui qui va au boulot le matin, qui rentre le soir, qui est crevé et qui les infos lui passent devant, mais il n'a pas le temps, il fait pas attention et on le voit pas au final. Allez chercher le citoyen qui peut s'en sentir loin parce que c'est des institutions, je suis pas à l'aise, ce que je vais dire c'est bête. Donc il y a ce principe. Il y a ensuite le principe de recueillir la parole et d'essayer de ne pas de ne pas la fixer à l'avance. Alors, on a fait toute une grande campagne de porte-à-porte pour aller chercher les citoyens, les informer de cette mobilisation. Cette campagne a duré 2 mois. On a tapé, je ne sais plus à combien de portes, mais c'est relativement important. Avec ensuite une séquence de 6 grandes réunions publiques. Comme ça, les habitants avaient le choix des dates, sans préfigurer des thèmes. C'est-à-dire, c'est une mise en danger aussi pour les élus. On soupçonne des thèmes qui peuvent être remontés, mais on n'en est pas certain. Et donc, on se met en danger et on peut s'en prendre plein la figure. Et surtout, on partira ensuite des thèmes qui remonteront de la part des habitants. C'était un des principes. Et dernier principe, là, on en fait le rendu. À partir de ces thèmes, des ateliers de travail pour des propositions construites avec les services municipaux, les habitants qui s'inscrivaient dans ces thèmes et les élus. Quand même, sur une ville de 14 000 habitants, on a réussi à rassembler plus de 400 personnes en réunion, 400 personnes sur l'ensemble des réunions publiques, sur 400 habitants, c'est pas sur 14 000, c'est un rapport pas inintéressant. La réunion, les ateliers ont mobilisé chacun, donc 5 ateliers, chacun 60 habitants. Et on a réussi surtout à obtenir des habitants dont le profil sociologique était divers, correspondait plutôt à la commune. Beaucoup d'habitants qui ne participaient pas avant à ces moments de rencontre, et une posture d'élu qui s'est mis un peu en retrait, à l'écoute, mais dans un esprit de construction. Et avec l'idée de dire, on a aussi un principe, c'est de dire oui ou non, mais de toujours donner le pourquoi et de toujours donner une réponse. De ne pas esquiver. L'habitant est quand même, le citoyen est conscient qu'un budget a une limite, tout budget a ses limites, que tout n'est pas possible en un claquement de doigts, et que parfois même il y a des sujets qui font appel à des valeurs et sur lesquels on a le droit de dire on est contre parce que on a un sujet par exemple de construction de collège, les habitants riverains immédiats veulent construire un mur pour être à l'écart du collège et parce que les jeunes un collège ramène par définition de la délinquance. C'est un principe là de morale, de valeur de notre équipe municipale. Il n'y aura pas de murs qui entoureront le collège, parce que le jeune n'est pas un délinquant par définition. Enfin, donc là, c'est comme ça qu'on l'a porté. Donc ces sujets, si vous voulez, enfin là, je vais pas être plus long, je vais laisser place aussi à l'échange, mais j'ai essayé de vous faire part et de la façon dont on essaye de traduire déjà le passage de personnes investies localement à personne qui prend un mandat de fonction d'élu, comment dans cette fonction d'élu, on essaye de contribuer à nourrir la démocratie locale en essayant de conceptualiser et de donner les enjeux du sujet le plus terre-à-terre au sujet le plus ambitieux. Comment on essaye d'avoir le souci au quotidien, comment cet espace collectif, qu'est la commune, un espace en plus compris, identifié par les habitants et les citoyens. En France, c'est notre originalité qui, pour moi, est une richesse. 36 000 communes, on nous donne souvent des chiffres comme ça, 36 000 communes, mais au niveau de l'Europe, on en a 72 000. La moitié, c'est en France, ça sert à rien. Pourquoi vous avez la moitié des communes? Ça vous coûte cher pour rien. À l'inverse, je pense que c'est un vrai... D'abord, c'est un héritage un héritage local de la Révolution française.
qui fait partie de notre histoire et sur lequel les habitants, les citoyens sont profondément attachés. Ils s'identifient à la commune, ils connaissent le maire de la commune, ils connaissent pas le conseiller départemental, ils connaissent pas le président du conseil départemental, encore moins le président de territoire ou d'agglo. Tout ça sont des strates administratives moins reconnues, moins identifiées. La commune, c'est l'échelon de proximité par excellence. En tout cas dans la façon dont ça s'est constitué politiquement en France. Et avec le recul aussi de forces politiques organisées, le recul de repères de type partis, syndicats qui ont des difficultés à s'identifier ou à mobiliser ou à se faire voir comme tel, comment travailler la commune, comment travailler le territoire comme un repère collectif qui peut être aussi mobilisateur. Voilà, c'est un peu le sujet ou la façon dont on essaye d'agir localement. J'ai envie de dire à un élu et un maire en particulier, un conseil municipal, évidemment on va faire de la gestion parce que tout élu, enfin n'importe quel niveau de responsabilité, bien sûr qu'on fait de la gestion. Mais on ne doit pas s'enfermer dans la gestion, sinon on ne sert à rien en tant qu'élu. On doit porter pour moi des valeurs, on doit porter des projets, on doit porter une conception, une vision de la société. On est quand même élu sur la base de projets et je pense que c'est aussi ça. D'abord donner les citoyens, moi ce que je constate dans mon quotidien, sont respectueux du statut de l'élu, de ce qu'est un élu de proximité quand il assume ce qu'il est. Enfin, j'ai aussi un peu ce sentiment-là quand il assume quelles sont ses valeurs qu'il constitue, quand il assume pourquoi il se bat. Bon, voilà ce que je peux dire un peu pour conclure. Et j'ai noté plein de choses, je pourrais encore parler environ 1h30, 2 heures, mais je vais quand même laisser plus place à l'échange et je rebondirai au cours de l'échange. Voilà, je vous remercie. Eh bien, comme proposé, c'est le moment de l'échange. On a une petite demi-heure pour échanger ensemble sur les deux parties les deux interventions qui viennent d'être faites. N'hésitez pas si vous avez des questions. Une question pour Raphaël Chalier, une question pour Olivier Cordami. La question pour Raphaël, on est passé d'une revendication, vous avez dit, sur la taxation de l'essence au référendum d'initiative citoyenne. Alors, comment on est passé de l'un à l'autre? Est-ce que ce sont de nouveaux arrivants dans le mouvement qui importent le RIC, ou est-ce que ce sont déjà ceux qui sont en place qui ont ajouté cette préoccupation supplémentaire, ou les deux? Voilà. Donc, comment on peut rendre compte de l'émergence de cette revendication du RIC dans un mouvement cette revendication n'était pas présente au départ? Et puis alors pour Olivier, la question c'est le sujet du colloque. Vous avez présenté vos principes d'action, vos principes de gestion. Alors, quid des résultats? Est-ce que vous avez réussi à mobiliser des catégories populaires? Oui, non? Dans quelle proportion? Comment vous le savez? Donc, par rapport à la préoccupation du colloque, le rapport aux politiques des catégories populaires, est-ce que vous avez fait évoluer ce rapport? Alors, merci Daniel pour cette question. C'est d'autres questions? D'autres questions? C'est pas one? Ok, excusez-moi. Ça m'intéressait de répondre, du coup je me suis écouté. Tu vas répondre, t'inquiète pas. C'était une question sur le genre. Dans le sens où, du coup, c'est vrai que sur l'obligation des gilets jaunes, d'abord, a été aussi mis en avant que sur les ronds-points, il y avait beaucoup de femmes. Moi, ce que j'ai pu observer aussi sur ma thèse et puis par ailleurs. Et c'est vrai que sur la professionnalisation de la vie politique, quand on parle de mobilisation de classe populaire, il y a aussi des freins importants. Je crois que 87% des représentants politiques sont des hommes. Du coup, c'est quand même, c'est des vraies questions qu'interrogent. Et du coup, je voulais savoir comment du coup il y avait pu avoir des reconfigurations là, peut-être plus à développer sur la question du genre et des gilets jaunes, et de la même manière sur la question de la participation locale et des politiques qu'on peut mettre en place lorsqu'on fait des concertations. C'est du coup quels moyens humains, financiers,
on met en place pour permettre du coup la participation du plus grand nombre à ces moments démocratiques. Ce qui me paraît compliqué quand on sait que les femmes s'occupent encore majoritairement du travail domestique, forcément, ça interroge sur quel temps on a à disposition, quels moyens humains on a à disposition pour faire en sorte que les femmes elles puissent s'investir et donc les femmes de classe populaire puissent s'investir en politique et avoir toute la place pour donner leur avis. D'autres questions? Oui. Moi, c'est juste une demande de précision sur les élections de 2019, les partielles, savoir les taux d'abstention. Donc, j'imagine que là, ça doit être un peu compliqué, mais est-ce que ça crée une dynamique, justement, le collectif que vous avez créé? Et sur 2020, où je sais que là aussi, c'était quand même assez particulier comme élection et comme période aussi, est-ce que le fait qu'il y ait eu ce collectif et cette préoccupation là sur la question de la médecine, enfin des médecins, est-ce que ça a eu un impact sur la participation? Alors, pour revenir du coup sur cette question du RIC et un peu de la trajectoire de nouvelles revendications au sein du Gilets jaunes, on sait bien que ça a été un mouvement extrêmement composite, complexe, qui a évolué, muté au cours du temps. Alors, ça renvoie à une conception, c'est très compliqué ta question, Daniel, parce que c'est la question de comment naissent les idées politiques. Est-ce que c'est plutôt des formulations autonomes par le bas, de réalités concrètes, ou alors c'est de la réception de discours? Moi, je suis assez tenant du modèle un peu mixte. Typiquement, j'aime bien recycler le modèle de Richard, enfin, attribué à Richard Hogarth, de la réception oblique. En gros, ce qui circule, c'est ce qui résonne avec la vie quotidienne. Du coup, sur cette question du ça renvoyait aussi, ça s'applique à d'autres questions concernant le mouvement. Dans l'absolu, aucun mot d'ordre dans un mouvement social ne naît absolument de nulle part. La question de l'impôt sur la fortune, je ne suis pas certain que ce soit les Gilets jaunes de Germainvillers ou de Grandmesnil qui aient inventé le concept. Mais ça a été repris, ça a été projeté dans le débat public par des acteurs et ça a résonné, pour le coup, contrairement à beaucoup de mots d'ordre politiques. Le RIC, c'est un peu pareil. Il y a eu effectivement autour des Gilets jaunes des entrepreneurs de politisation de compositions politiques très diverses. Il y a eu une sorte de grande redistribution les Gilets jaunes, ça a créé une espèce d'opportunité de marché des solutions à la crise de représentation ressentie par les segments populaires qui se mobilisent. Et du coup, la question du RIC, ça résonnait assez bien avec un sentiment assez central dans le mouvement qui apparaît quand même assez vite, pas forcément aux premières manifestations, qui passent vraiment sur la question concrète de l'essence, mais en gros, pour le dire vite, le rejet radical de la représentation en général, l'attachement, l'espèce de dialogue contradictoire aussi que j'ai évoqué avec l'État, l'espèce de côté l'État dont on attend une protection et l'État qui en même temps nous maltraite. Du coup, il y avait une espèce de disposition et qui est sûrement plus générale, notamment dans les segments populaires mobilisés dans les Gilets jaunes, un espèce de rapport complexe et antagoniste à l'État qui prédisposait assez bien à recevoir ce type de revendications. Après, il y a eu toute une circulation. Les discours, je prends un exemple, les discours de François Ruffin qui parlait de l'ISF, ils circulaient à la marge, y compris chez les Gilets jaunes ruraux. Les discours sur le RIC, qui ont été notamment mis en œuvre, défendus par certaines personnes comme Chouard, etc., ça a plutôt bien marché et plutôt bien circulé. Il y a eu une réception. Les Gilets jaunes, au sein du marché des solutions politiques, ont fait leur marché et composé une sorte d'idéologie gilet jaune, de briques et de broc en cours de route, mais en débordant complètement les corpus politiques des partis. Du coup, ni totale imposition, ni totale... Et sur la question du genre, peut-être qu'on répartit... je réponds d'un bloc, comment on fait? Allez-y, et je répondrai aussi. Et après... Sur la question du genre, effectivement, tu as tout à fait raison, Maëva, de le souligner. En fait, il y a un effet de désenclavement. C'est ça qui est bien et qui, quelque part, répond à certains faux débats. Quand vous désenclavez socialement le mouvement social, en général, vous désenclavez aussi en termes de genre ou sur d'autres questions. Les ronds-points, ça a déjà été observé, y compris à l'occasion d'autres mouvements sociaux, que les mouvements sociaux, plus que les mobilisations politiques instituées type parti, permettent quand même une multiplicité des savoir-faire valorisables, et donc ça permet aux différents groupes subalternes de plus s'y retrouver et de plus se sentir reconnus, d'où la présence
très massive et remarquée des femmes sur les ronds-points des Gilets jaunes, avec malgré tout, bien sûr, une division des tâches persistantes, mais c'est pas la même chose d'avoir un mouvement qui mobilise assez largement en termes d'ouverture sociale, de genre, ou des questions des situations plus marginales mais existantes, comme aussi les personnes en situation de handicap, qui étaient assez présentes sur les Gilets jaunes. Évidemment, vous avez une division du travail, vous avez des petites différences qui persistent, mais malgré tout, pour une fois, il y a un peu de démocratie. Vous avez différents groupes subalternes qui se retrouvent plus dans un mouvement qui résonne avec les pratiques quotidiennes des groupes subalternes. On peut valoriser le fait de préparer à manger, le fait de bricoler la cabane, le fait dire tout un ensemble de compétences, spontanément je dirais populaires, mais qui sont aussi des compétences subalternes et qui ne sont pas toutes les mêmes, qui vont s'agglomérer autour de cette occasion de faire de la politique autrement, mais pas entre intellectuels petits bourgeois de centre-ville, pour caricaturer, pour donner un propos un petit peu durci. C'est à moi. C'est à mon tour, du coup. Bon, alors, sur la question du genre, en fait, je vais tenter une réponse, en tout cas de l'expérience locale, mais elle va être très, très contradictoire et très contrastée. Donc, je m'en excuse par avance. Mais je vais commencer quand même d'abord sur mobilisation des catégories populaires et quelques résultats, parce que ça fera lien aussi avec la participation. Alors, bon, dans une ville typiquement comme Fleury-Mérogis, il faut aussi prendre en compte une chose. On parle de participation des électeurs inscrits sur les listes électorales. Bon, il y a toutes les personnes qui vivent le territoire qui n'ont pas le droit de s'inscrire. Il y a toutes les personnes qui n'y pensent pas ou qui, s'ils ont d'autres préoccupations. Et puis, ces villes un peu de seconde couronne ou périurbaines, on a un enjeu, c'est aussi de stabiliser les populations parce que vous avez un turnover important de personnes qui viennent, qui vivent là 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui repartent, d'autres qui arrivent. Donc, si vous voulez, quand vous avez les mêmes personnes pendant 30, 40 ans, ça favorise quand même déjà l'inscription sur liste électorale et même l'inscription dans la vie locale que quand vous avez un turnover important. Alors, cette caractéristique que j'évoque là pour Fleury-Mérogis, elle est d'autant plus amplifiée à Fleury-Mérogis, là, typiquement, du fait de la présence de la maison d'arrêt, parce que grosse maison d'arrêt, la plus grosse d'Europe, beaucoup de personnel qui vivent dans la ville, mais qui sont aussi régulièrement mutés. Nous, par exemple, on a 100 à 150 mutations par an. Donc, chaque année, vous avez 150 personnes qui partent, 150 qui arrivent chaque année. C'est une rotation assez importante. Bon, ça, c'est la petite caractéristique locale. Donc, ce qu'on peut dire sur la mobilisation des catégories populaires, d'abord, si on devait donner quelques indicateurs, on la voit dans le profil des personnes qui viennent, par exemple, aux fameuses réunions publiques, très diverses, représentant, il n'y a pas de quartier ou d'endroit qui était plus représenté qu'un autre. Si je vais les clichés, à Fleury-Mérogis, on a un magnifique village, au-delà que le reste de la ville soit évidemment magnifique, mais le village est assez surprenant et on ne pense pas trouver un petit village comme ça en périurbanité. Et donc, c'est population plutôt installée depuis un certain nombre d'années, plutôt bien inscrite sur les listes électorales, plutôt propriétaire, etc. On n'a pas vu de surreprésentation du village par rapport à d'autres quartiers dans la mobilisation. Au contraire, c'est vraiment, en tout cas dans la phase de la grande concertation, c'est vraiment plutôt les quartiers populaires qui sont venus plus mobilisés parce que il y avait un vrai espace de dialogue. Pour cette mobilisation, ça commence à faire le lien avec la question du genre, mais donc on avait, alors je vous l'ai dit, hein, elle a duré d'octobre jusqu'à aujourd'hui, donc elle s'est inscrite sur le temps long. 5 personnes dédiées sur tout ce temps-là, dédiées pour cet objet à plein temps. Sur les 5 personnes, on va dire 3 femmes, 2 hommes, donc plutôt recrutées localement, et des jeunes femmes, des femmes qui avaient entre 20 et 24 ans, et en plus les 3 issus vraiment des quartiers populaires. Donc si vous voulez, l'approche auprès des habitants n'était pas une approche, était une vraie approche où ils savaient, enfin,
Ils allaient voir les mamans qui étaient leur maman ou leur tante. Donc, l'approche s'est faite très, très naturellement. Donc, ça a favorisé la mobilisation de cet ensemble, on va dire, quartier populaire et autres. Sur la participation, ça ne répond pas encore complètement, mais ça y tend. Alors, le 2019, c'était une partielle, effectivement. Donc, les partielles, c'est jamais ce qui n'emporte le plus gros du moment, on va dire, électoral, du moment de mobilisation, parce que c'est une partielle, par définition, les gens sont pas dedans. Et en plus, là, on était à 1 an d'une élection générale. Bon. On a un taux de participation. Alors, je vais donner, c'est pas les mêmes élections, mais ça donne une indication. 2018 à Évry, commune voisine, on a une partielle législative avec un taux de participation à 18%. 2019, on a une partielle à Fleury-Mérogis sur une municipale, enjeu local, donc c'est pas exactement les mêmes élections. Mais le taux que je vous donne pour la législative d'Évry, c'est pas le taux de la circonscription, c'est le taux de participation dans la ville d'Évry. Donc, municipal partiel 2019 à Fleury-Mérogis, on est à 39%. Donc, on pourrait dire, c'est pas beaucoup, mais pour une partielle, ça reste relativement important. Ensuite, 2020, on a un taux national de participation sur la municipale 2020, contexte Covid, compliqué. Donc, la pandémie, les restrictions, les machins, les trucs. En plus, on est vraiment en 2020, c'est la première vague, la plus dure, celle où il y a le plus de décès. On découvre la pandémie, maintenant on commence à apprendre à vivre avec. Pas simple. Taux de participation nationale entre 35 et 37%. Taux de participation en Essonne, 33-34%. Taux de participation à Fleury-Mérogis, 46%. Donc, on a un taux qui augmente par rapport à l'année précédente et on a un taux qui est relativement plus élevé que les villes alentours. Donc, intéressant. Et pareil, dans les taux de participation, le taux de participation dans les quartiers populaires est intéressant. Là où on a le taux le plus faible de participation, c'est le taux où vivent le plus d'agents de la maison d'arrêt, de surveillants de la maison d'arrêt. Mais ça, c'est historique, c'est parce que je vous le dis, comme il y a une forte rotation, certains viennent avec l'esprit de se faire muter dans 5-6 ans, donc ils ne s'inscrivent pas dans la vie locale. Donc, on a des taux relativement intéressants. Après, ça, c'est des indicateurs. La participation dans les réunions publiques, le taux de participation aux élections, la représentativité aussi des élus qui sont issus de tous les quartiers de la ville. Ça, on essaye de faire attention à ça et dans les proportions à peu près égales. Après, vous dire aussi d'abord que de toute façon, le travail de politisation, c'est un travail permanent. Je veux dire, ce qu'on gagne sur un sujet, il faut tout de suite le retravailler, parfois sur le même. Je veux dire, sur le sujet de santé, le fait qu'on ait fait une mobilisation forte, le fait qu'après après le moment d'être arrivé en responsabilité, qu'on ait continué cette mobilisation, le fait d'avoir porté avec les gens auprès de l'ARS sur les politiques nationales de santé, etc., fait que les gens ont dépassé le seul problème on n'a pas de médecin généraliste, mais je veux dire, aujourd'hui, il faut continuer de travailler ce sujet santé localement. Parce que le problème perdure, même si on a des médecins, comme je le disais, peuvent partir demain et on se retrouvera dans les mêmes problématiques. Le sujet de transport en commun est un vrai sujet. Et quand moi, les gens me disent que voilà, nous, on est desservis que par des bus, donc qui correspondent pas toujours aux horaires de départ et de retour des habitants, quand ils viennent me voir pour ça, je ne transcris pas immédiatement la demande en disant vous inquiétez pas, je m'en charge. C'est comment on fait ensemble pour porter le fer, pour que ce soit un vrai sujet de préoccupation et qui dépasse simplement le problème du maire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un travail perpétuel et en permanence. Et vu les rotations fortes en plus dans la ville, d'abord c'est un travail qui est toujours en mouvement, mais encore plus quand vous avez une rotation qui est comme ça assez forte, qui est due à différents facteurs. Je pourrais m'étendre dessus, mais donc c'est un travail qui s'arrête jamais. Et donc effectivement, c'est les critères, on essaye de s'en donner, on les modifie, on les bouge. Après, c'est aussi le nombre de personnes qui s'investissent dans le tissu associatif.
C'est important de voir aussi le profil de qui ils sont, de quel quartier ils sont issus. Et on se rend compte à Fleury-Mérogis que le plus grand nombre de présidents d'associations ou présidentes vient des quartiers plutôt populaires parce que il y a un vrai besoin, et en fait ça vient couvrir un manque de l'État, manque des différentes collectivités, et donc il y a plus de mobilisation. C'est d'ailleurs pas les mêmes typologies d'associations. Si je recaricature un peu, parce que ça nécessiterait d'être plus fin, mais au village, c'est des associations qui font vivre un sujet, une passion ou autre. Dans les quartiers populaires, c'est des associations qui essayent de couvrir un manque. Donc, on a ce sujet-là. Ensuite, sur le genre, sur les femmes, donc je le disais, sur la mobilisation, on a eu plus de femmes que d'hommes. Sur les personnes présentes, on a aussi plus de femmes que d'hommes. D'ailleurs, les rapporteurs qui rapporteront vendredi prochain, on a 5 rapporteurs, 1 homme, 4 femmes. Après, il y a la question de la représentativité politique qui est réelle. Bon, un conseil municipal, et 50-50, c'est une loi, donc on est obligé d'être à moitié-moitié hommes et femmes. C'est d'ailleurs des fois les femmes se brident elles-mêmes en fait. Des fois, il faut vraiment leur dire, mais en fait, t'es capable, il n'y a pas de sujet. Je vois pas pourquoi ce que tu faisais avant, tu serais pas capable de le faire aujourd'hui. Et c'est parfois elles-mêmes qui disent, mais je suis pas sûr que je pourrais être sur une liste, etc. Donc il y a un sujet interne à travailler, de blocage interne. Et après, on n'est pas la société est ce qu'elle est. Il y a eu des avancées assez significatives du point de vue des droits des femmes. Moi, je note des reculs sensibles, des reculs moraux, intellectuels et intégrés de la part des femmes elles-mêmes. Et la grande concertation, en fait, par exemple, parmi ce qu'elle a mis en lumière, elle a mis ça en lumière. Dans cette grande concertation, il y avait aussi des personnes qui circulaient dans la ville pour recueillir des témoignages d'habitants. Vous en pensez quoi, cette concertation? Ça vous évoque quoi, etc. Et en fait, ce qui me faisait remonter ensuite, on a 2 grands sujets, nous, à Fleury-Mérogis, autour des droits des femmes. Il y en a plein, mais 2 qui ressortent encore de façon plus préoccupante. Bon, d'abord, les violences faites aux femmes et violences intrafamiliales, mais aussi et surtout, beaucoup de femmes disaient, puisque c'était filmé, et c'est pas forcément les femmes la caricature à laquelle on penserait, mais vous voulez évoquer un peu ce que ça évoque pour vous, la grande concertation, c'est filmé, machin. Écoutez, pourquoi pas, mais il faut quand même que je demande à mon mari, voir si ça le dérange pas. Et donc, il y a quelque chose un peu qui s'intériorise, qui n'était moins le cas, il me semble, il y a 20 ans ou 15 ans de ça, si les femmes en question ont envie de dire quelque chose et envie de s'exprimer et savent que ça va pas plaire à leur mari, elles sont majeures, vaccinées, citoyennes, elles ont tout le droit et tout le loisir de le faire. Mais il y avait ça, et c'était intériorisé, et c'était pas la caricature des femmes auxquelles on pourrait penser, c'était Madame tout le monde, on va dire. Et donc, il y a un vrai recul sur le sujet des droits des femmes, le fait de se considérer comme une citoyenne pleine et entière et complètement disposée à agir de façon citoyenne, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un sujet, en tout cas pour nous, qu'on essaye de traiter localement. C'est une vraie difficulté que la mobilisation a fait remonter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les moyens pour que les femmes puissent s'investir. Alors nous, ce qu'on faisait sur ces réunions, quand était remonté le problème de garder les enfants, par exemple, très concrètement. Et puis, je vais le dire, mais à Fleury-Mérogis, on a 23% de foyers monoparentaux constitués à 98-99% de femmes. Donc, des foyers monoparentaux, c'est souvent une femme avec des enfants. Eh ben, écoutez, on avait mis un peu en place, déployé quelques moyens. On avait payé des agents des services municipaux pour prendre en charge les enfants sur ces moments de réunion. Alors, ça fait pas la réponse, mais en tout cas, c'est une réponse qu'on a tentée. Et ensuite, pour aussi essayer de mobiliser davantage les femmes et davantage les femmes des quartiers populaires, si vous voulez, parmi les difficultés de la ville, on a des difficultés liées au RICS entre bandes. Et donc, sur ce sujet, c'est aussi les femmes qui sont très présentes. D'ailleurs, ça pose la question de l'absence du père, dans le repère et l'éducation du jeune, mais les femmes sont très présentes et se sont très mobilisées par rapport à ces sujets et ces phénomènes de RICS. Et donc, c'est des réseaux de femmes constitués
sur lesquels aussi on s'est appuyé pour aussi faire venir justement les femmes et les faire participer à ce moment de grande concertation. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je ne sais pas si jamais ça répond pas précisément ou si vous restez sur votre faim, il ne faut pas hésiter à revenir. On redéveloppera. Mais j'ai essayé de vous dire un peu les moyens qu'on a déterminés et qu'on a mis en place pour essayer de favoriser la mobilisation avec les difficultés. Hein. C'est loin d'être abouti. C'est pas, j'ai pas la prétention de dire que évidemment 100% des habitants participent. Mais en tout cas, les mesures qu'on essaye de prendre localement pour favoriser, c'est celles que je viens de vous évoquer. Alors, merci Olivier, merci Raphaël pour vos témoignages, vos interventions très riches. Alors, je m'étais un peu emballée sur le temps de discussion, donc c'est un quart d'heure pour vous permettre d'avoir avec un quart d'heure de pause. Mais bon, j'imagine que vous êtes là s'il y a des questions pendant la pause pour en discuter. En tout cas, merci pour cette première partie. Merci pour vos questions. Je peux quand même poser une micro-question. Ah, une micro-question. J'étais un petit peu surpris, vu que vous avez beaucoup évoqué les thèmes de la santé, mais pas évoqué la question de la crise sanitaire, de la crise Covid. Qu'est-ce que ça fait, en gros, la crise Covid, du point de vue d'une municipalité de banlieue, notamment quand on sait, en sachant bien sûr que tous les leviers ne sont pas là, mais sachant que ce sont des territoires, en général, où les personnes sont particulièrement touchées, moins vaccinées que la moyenne, etc., où il y a des problématiques d'inégalité de santé. Alors, est-ce que vous voulez que je réponde tout de suite ou est-ce qu'on fait un panel de questions et on fait une... Bon, alors, on n'aura pas le temps de faire un panel de questions maintenant. Si on peut répondre en 2 minutes. En 2 minutes? Voilà. Sinon à la... En 2 minutes, la crise Covid dans un territoire de banlieue. Alors, vous avez dit plus touché que les autres. Écoutez, vous tombez... malheureusement, à chaque fois, nous, on est sur le podium, pas toujours dans les meilleurs indicateurs, mais on est la ville de l'Essonne la moins bien vaccinée et on est la ville de l'Essonne qui a connu le plus de taux de décès. Ça a été d'abord une mobilisation de tous les instants. Alors, sur le point de vue sanitaire pur, c'est-à-dire évidemment à toutes les étapes, l'étape du masque, l'étape du test, l'étape du vaccin. Pour le maire, l'équipe municipale que je suis, forcément, là, la mobilisation, s'appuyer sur de la mobilisation citoyenne, c'était un peu plus compliqué parce qu'on était confinés. Donc, il a fallu redoubler d'efforts d'interpellation des diverses autorités pour pouvoir avoir un centre de vaccination dans la ville concernée, pour pouvoir avoir des choses souples, parce qu'au début, les dispositifs ARS, si vous voulez, très monocordes, répondaient peu ou pas à la façon d'agir auprès des habitants. Je veux dire, nous, à un moment, il a fallu qu'on leur dise, mais il faut mettre un camion qui fasse faire des tests au cœur du quartier, parce que le lieu à 4 km, ils iront pas. Enfin, donc, on a mis en place des permanences, enfin, on a mis en fait de l'hyper-proximité, c'est-à-dire que des navettes de transport qu'on a dû mettre la main à la poche, on a dû payer des moyens municipaux pour organiser des navettes, on a dû faire venir quasiment en pied d'immeuble, on a dû aussi essayer de passer par des associations locales parce que, et c'est encore le cas aujourd'hui, sur le sujet Covid, il y a parfois aussi, si vous voulez, le sujet, il met en lumière un élément, c'est que dans les catégories sociales plus favorisées, il n'y a pas de sujet autour de la vaccination, elles se vaccinent. Parce que, enfin moi je l'analyse comme ça, mais elles ont confiance en l'autorité, en l'État et aux représentations diverses et variées des diverses institutions. Cette confiance, plus on descend dans l'échelle sociale, plus elle se perd. Et donc, aujourd'hui, par exemple, dans une ville comme Fleury-Mérogis, sur le vaccin, il y a des doutes quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un complot derrière tout ça? C'est étonnant. En plein moment des Gilets jaunes, paf, il y a une pandémie qui arrive. Il y a des liens qui sont faits, qui sont difficiles, sur lesquels ils sont difficiles contre lesquels ils sont difficiles de lutter. Donc, il fallait aussi, on est passé le plus possible par des interlocuteurs locaux, des associations locales. Enfin, c'est une bataille de tous les instants sur les aspects purement sanitaires. Mais à côté des aspects sanitaires, si vous voulez, il y a tous les autres aspects. Comme je vous dis, vous n'avez pas une difficulté, vous les cumulez. Pas que Fleury-Mérogis, d'autres villes, mais on cumule. Il y a l'aspect de faire manger les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vivaient que de petits boulots. Et donc, ils n'avaient plus de salaire parce que les CDI, les titulaires, tous ces postes plutôt avec un certain statut avaient un salaire. Mais toutes ces personnes-là n'avaient plus de salaire. Je veux dire, le taux de pauvreté dans la ville de Fleury-Mérogis, il dépasse les 25% et le taux de chômage, il est à 52%. Donc, vous imaginez bien, et c'est les chiffres de l'État. Donc, bon. Voilà, on peut regarder. Quand vous travaillez 1 heure, vous sortez un peu des chiffres. Donc, bon.
avec sur certains quartiers, c'est 80% de taux de chômage. Mais donc, des gens qui avaient plus 1 euro pour vivre. Donc, si vous voulez, il a fallu organiser le CCAS chez nous, il a complètement explosé, mais on a distribué pendant des mois et des mois de la nourriture gratuitement. Et il a fallu se débrouiller pour en trouver. Parce que, et puis, ou alors mettre un peu la main au porte-monnaie, mais ça n'a pas été simple. Il y a les questions d'éducation. Je vous ai donné le chiffre qui me terrifie en introduction. Ça a été une vraie fracture. On a des gamins qui ont complètement coupé pendant les mois de confinement parce que mettre au numérique du jour au lendemain, en fait, il y a une vraie fracture numérique. Tous les gamins aujourd'hui, ils savent se servir de TikTok, mais en fait, ils savent pas se servir du numérique, ils savent pas écrire, ils savent pas envoyer un mail, ils savent pas les onglets de l'administration sur quoi il faut cliquer, etc. Les familles, pareil, certaines parlent difficilement le français. Donc, il y a eu un gros travail autour de l'éducation des enfants, travail qui, si je devais le juger aujourd'hui, très honnêtement, très sincèrement, on a déployé des efforts, mais il aurait fallu faire quasiment le double ou le triple. Enfin, on n'a pas complètement répondu. Les besoins sont tellement énormes, on n'a pas été complètement pertinent, mais parce que on a été un peu seul. Enfin, la ville a été complètement seule. L'éducation nationale a fait ses programmes. On découvre des protocoles la veille pour le lendemain. Enfin bon, le remboursement des communes, alors ça, je vous en parle même pas. Donc, il y a eu une préoccupation autour de l'éducation, autour du sanitaire, autour de l'alimentation, autour de… voilà. Vous avez un tissu en plus autour des jeunes, je parlais des RICS, qui n'existait plus puisque les jeunes sont en contact avec les adultes à l'école, dans les associations de foot, dans les associations diverses et variées. Et je termine. Et donc, ça a été très compliqué, mais voilà sur quel champ au pluriel il a fallu qu'on agisse, et pas que sur le champ sanitaire. Merci pour cette belle performance vide en 5 minutes. Et donc, la performance, ça va être la vôtre, parce qu'il faut qu'on reprenne dans 6 minutes.